la région Occitanie de monter une société ad hoc, donc une société de projet dédiée à ce sujet-là, dans lesquelles nous sommes tous actionnaires, donc la région, WICID, la CCI et la REC. La REC étant essentiellement pour tous les projets donc de transition énergétique sur lesquels ils sont déjà. Voilà. Donc on est parti du constat qu'en 2020, comme vous le savez, on a vécu donc une crise sanitaire sans précédent. A priori, on n'a même pas fini de la vivre, avec des répercussions économiques et sociales qui sont encore à mesurer exactement. On a des mesures d'urgence, donc notamment les PGE, vous le savez, qui ont été déployées et qui ont maintenu, en tout cas qui ont permis aux entreprises d'améliorer leur trésorerie. Mais on considère que demain, l'enjeu va être, pour parler relance et pour parler rebond, de parler investissement et donc que les entreprises arrivent à trouver un juste équilibre entre l'endettement et les besoins de fonds propres. Toutes les entreprises ne pourront pas s'endetter, donc celles-ci, elles pourront faire appel aussi à du don. Toutes celles qui ont vraiment connu des graves difficultés qui les empêcheraient aujourd'hui de réembrayer ou de se remettre en fait dans une activité normale. Et puis, toutes les entreprises ne pourront pas s'endetter et donc auront besoin aussi de renforcer leurs fonds propres. Il y a déjà pas mal de dispositifs autour des prêts participatifs qui sont en cours. Mais pour autant, il y aura des ouvertures de capital qui seront nécessaires justement pour les entreprises pour se consolider et demain soit aller chercher du financement, soit tout simplement financer leur croissance. En parallèle, sur la dernière décennie, le constat a été quand même de dire qu'il y a eu beaucoup de plateformes de financement participatif qui se sont développées, dont WICID, puisqu'on a atteint 270 millions à ce matin de financement global sur l'économie grâce à WICID, avec des produits d'épargne mixte, donc j'en parlais, les dettes, les besoins en fonds propres, que les citoyens sont plutôt aujourd'hui réceptifs à tout ce qui est circuit court de la finance, c'est-à-dire qu'ils aiment bien choisir ce dans quoi ils investissent, ils aiment bien voir l'effet de leur épargne, et donc le financement participatif s'inscrit forcément dans cette démarche-là. Et en plus, on s'aperçoit donc qu'il y a absolument besoin de développer des solutions de soutien à l'économie réelle, c'est-à-dire l'économie de leur territoire, à côté de chez eux, dans les secteurs ou dans les innovations qui les touchent, et donc de faire appel à eux en leur disant vous pouvez utiliser votre épargne pour participer à votre territoire et à son économie. Donc, on a considéré qu'il y avait une véritable opportunité donc sur 2021 d'accompagner des entreprises en termes de modèle d'affaires, en faisant appel donc à l'épargne citoyenne, en proposant donc aux citoyens une solution de financement innovante et participative. Je continue. Un petit point sur le crowdfunding, vous connaissez tous, donc je vous ferai pas l'injure de vous expliquer que dans crowdfunding, il y a crowd qui veut dire foule et qui dit donc en fait qui veut dire en fait d'aller solliciter les citoyens pour leur proposer donc d'investir dans les sociétés autour d'eux, en France en tout cas, et on appelle ça donc la finance participative. Pour les entreprises aujourd'hui, c'est devenu un vrai mode de financement qui leur permet d'accéder à des solutions de financement alternatives ou complémentaires. On insiste là-dessus. Nous ne sommes pas des concurrents aux banques, nous ne sommes pas des concurrents aux fonds, nous sommes complémentaires et souvent nous venons compléter des tours de table pour renforcer donc des dispositifs de financement pour les entreprises. Et puis pour les citoyens, comme je vous l'ai expliqué, sur WICID, nous avons un parti pris, c'est celui de proposer aux citoyens à partir de 100 € de soutenir le développement des entreprises et la création d'emplois donc dans leur région ou en France d'une manière générale, puisque nous n'opérons qu'en France. Et donc, on leur propose de le faire sous forme de souscription d'actions, donc de devenir actionnaire, d'obligations ou de dons. Et ils participeront ainsi concrètement à la relance de l'économie, à la sauvegarde de leur savoir-faire, des savoir-faire de notre région et à la transition énergétique, puisque ces enjeux sont devenus fondamentaux et se sont renforcés dans le cadre donc, de la crise sanitaire. Donc, le crowdfunding en France en 2020, c'est un secteur qui a représenté plus d'1 milliard d'euros levés. Ça a quand même une croissance de plus de 62% par rapport à 2019 et ça représente à peu près 115 000 projets qui ont été financés sur différentes plateformes de financement participatif. À grande majorité, donc à près de 750 millions d'euros, donc les 3/4 ont été sur du prêt donc des citoyens envers les entreprises sous forme d'obligations à 90% et puis ensuite du prêt classique, du don. Et ça, c'est une grande nouveauté, c'est-à-dire que le don a augmenté de plus de 200% en un an. C'est-à-dire que les entreprises ont compris qu'au-delà de l'économie sociale et solidaire ou au-delà des projets humanitaires,
le don était devenu aussi un vrai moyen d'accompagner les chefs d'entreprise, notamment à travers la Love Money. On s'aperçoit que le succès grandissant d'Ulule ou de KissKissBankBank, par exemple, qui sont des plateformes, mais qui sont encore des plateformes qui permettent à des sociétés en création de lever leurs premiers fonds, qui sont aujourd'hui un créneau en fait sur lequel n'est pas WeSeed. WeSeed, nous, on est plutôt sur de l'amorçage ou sur du financement en obligation, mais on n'est pas sur ce qu'on appelle la Love Money. Et puis ensuite, donc le capital. Sur ces 60 millions financés en capital donc en 2020, WeSeed en a fait un sixième, puisque nous sommes à quasiment 10 millions d'euros levés et nous sommes une des plateformes les plus importantes sur les prises de participation et donc les augmentations de capital. Alors WeSeed, pourquoi WeSeed dans ce dispositif? D'abord parce qu'on est un acteur de référence. On a été créé en 2008 par Nicolas Serres et Thierry Mercure, qui étaient eux-mêmes issus d'incubateurs et qui ont trouvé qu'il y avait beaucoup de démarches, notamment dans les pays anglo-saxons, pour financer donc les entreprises, toutes sortes de projets. Donc ils se sont dit pourquoi pas le faire en France, et donc ils se sont lancés en 2008. La réglementation a évolué avec WeSeed petit à petit, avec des hauts et des bas, puisque rien n'existait à l'époque, et donc WeSeed a contribué à l'émergence en fait de cette activité en France, notamment en contribuant aux côtés de Fleur Pellerin à l'évolution de la réglementation. Pourquoi WeSeed? Parce que nous sommes des experts en structuration de financement innovant pour les PME. Nous sommes multisecteurs et surtout multiproduits. Il y a aujourd'hui énormément de plateformes de crowdfunding en France. Il y en a plus de 200. Certaines sont généralistes, mais de toute petite taille. D'autres sont très spécialisées, donc dans les ENR ou, comme je vous disais, Ulule ou KissKissBankBank sur toute la partie Love Money et projets en fait de taille en création, ou alors sont uniquement dédiés donc à certains secteurs comme l'immobilier, ce qu'on appelle des pure players, donc les énergies renouvelables ou l'immobilier. Et WeSeed est aujourd'hui la seule plateforme de taille critique avec un certain nombre d'investisseurs, puisqu'on a plus de 155 000 investisseurs, qui justement permet à l'investisseur de trouver à la fois de l'action, de l'obligation et du don, et dans différents secteurs. On est un acteur local de l'économie réelle. Nous sommes, et c'est important pour nous, nous sommes des entrepreneurs avant tout. Et donc, on a l'envie, la vocation, l'ADN, en fait, justement, d'accompagner le chef d'entreprise dans tous ses besoins et d'essayer d'y répondre au mieux possible. Nous sommes une société à mission, j'y reviendrai un petit peu plus tard. Et enfin, nous sommes propriétaires de notre plateforme. Nous sommes intégralement digitalisés. Et donc, nous opérons dans un cadre réglementaire spécifique. J'y reviendrai un petit peu plus tard, mais nous sommes prestataires de services d'investissement. C'est aujourd'hui le plus haut niveau d'agrément donné en France, c'est-à-dire que nous sommes reconnus par la Banque de France et l'Autorité des marchés financiers nous avons le droit d'opérer. Nous sommes reconnus comme des experts dans ce domaine-là. Il y a d'autres statuts qui sont tout aussi importants et qu'il faut vérifier quand on investit ou quand on demande des financements sur les plateformes. Mais le statut de prestataire de services d'investissement est aujourd'hui le plus haut niveau d'agrément obtenu et nous soumet à de très nombreuses contraintes sur lesquelles je reviendrai un petit peu plus tard. Donc ça contribue à la réassurance vis-à-vis des citoyens. Il ne s'agissait pas pour la région de partir avec un acteur justement qui n'ait pas tous ces agréments, qui sont très difficiles et très lourds à obtenir et à faire vivre. Et c'est aussi un point très important, donc, non seulement pour les entreprises, mais aussi pour les citoyens. Enfin, on a une expertise donc, dans la gestion du volume d'investisseurs. Il ne s'agit pas juste de créer une plateforme et de proposer des dossiers, des projets. Il s'agit aussi de savoir animer cette communauté d'investisseurs, de citoyens. C'est-à-dire que, en fait, c'est une relation qui s'inscrit dans la durée. C'est une relation qu'il faut entretenir avec les investisseurs. Et ça, c'est une expertise que WeSeed a développée dans la gestion d'un grand nombre d'investisseurs particuliers et de personnes morales. Personnes morales, ce sont en général des cabinets d'avocats ou des PME, des TPE qui ont envie de placer leur trésorerie et qui donc nous confient leurs fonds dans le cadre donc, des projets que l'on propose.
Donc, je vous le disais tout à l'heure, on a une certaine expertise dans l'animation des communautés. Il ne s'agit pas juste de capter les investisseurs, mais il s'agit aussi ensuite d'animer ces communautés, de les faire vivre autour des chefs d'entreprise, autour des projets. Quand vous devenez actionnaire des entreprises que nous vous proposons, que nous proposons donc aux investisseurs, derrière, il y a toute une communauté qui se crée d'accompagnement en fait tout au long de la vie de l'entreprise. Et c'est un peu pour le citoyen aussi une manière de vivre un peu par procuration une aventure entrepreneuriale, et c'est ce que recherche le citoyen au-delà de la rentabilité que cet investissement pourra lui apporter. Et puis, ce sont aussi des équipes chez WeSeed qui sont sur toute la chaîne de valeur, qui vont donc du sourcing que nous avons en interne, du montage des dossiers, du versement des fonds, de la gestion du cash management, le suivi des participations. Nous avons aujourd'hui plus de 180 sociétés en participation que nous gérons et que nous animons chaque année. Et puis, c'est aussi la négociation des sorties, donc fin des emprunts et remboursement des emprunts aux citoyens, et gestion donc des sorties d'actionnariat, puisque nous n'avons pas vocation à être des actionnaires des sociétés pendant plus de 5 ou 7 ans. J'accélère pour qu'on puisse rester dans le timing. Notre ADN, donc je vous disais, on a notre raison d'être qui est quelque chose de très fort, c'est-à-dire de faciliter l'accès à l'investissement en visant à la fois donc la rentabilité financière et surtout la création de valeur sociétale. On a une politique d'investissement qui cherche à identifier des projets qui seront porteurs d'impact à court, moyen ou long terme. C'est quelque chose qui nous anime au quotidien. C'est pour ça qu'on fait beaucoup, notamment de start-up ou de sociétés dans les ENR. Et donc, c'est cette prise en compte en fait de l'impact à long terme des projets que l'on finance sont primordiales, dans nos politiques d'investissement. On a une volonté de par notre agrément, mais aussi de par la volonté de nos fondateurs et des dirigeants, une excellence donc recherchée dans tous les processus de sélection des actifs et dans leur gestion, et enfin une exemplarité, une transparence dans l'information sur les participations et sur les risques sous-jacents aux investisseurs, avec une forte volonté donc d'être dans du participatif, dans l'animation donc de communautés. Et cette transparence et cette exemplarité, elle se révèle à travers les fiches projets notamment que l'on propose donc aux citoyens au moment où il investit. Donc nous sommes une société à mission, je ne reviendrai pas dessus. Nous cherchons donc la création de valeur sociétale et la rentabilité financière. Quelques chiffres clés, en gros, donc nous avons notre siège social à Toulouse, nous avons aussi des bureaux à Paris, mais nous avons un maillage territorial avec des développeurs commerciaux sur toute la France. La majorité de notre capital est détenue par nos fondateurs, nous-mêmes dirigeants et collaborateurs, et nous assure une certaine indépendance puisque nous n'appartenons à aucun grand groupe bancaire ou aucun acteur majeur d'un secteur en particulier, ce qui nous permet aujourd'hui d'être des spécialistes, des multispécialistes et multiproduits, et d'avoir une grande indépendance au moment de la sélection des dossiers. Nous avons aujourd'hui plus de 268 millions investis. La majorité, ce sont des obligations et 20% donc dans des prises de participation au capital. Plus de 160 millions d'encours actuels donc d'entreprises que nous avons financées. Une grande communauté de WeSeeders, c'est-à-dire plus de 155 000 personnes inscrites sur notre plateforme, dont 23 000 rien qu'en Occitanie, ce qui était un argument fort au niveau de la région, puisque nous avons la chance de pouvoir partir d'une communauté qui est déjà assez forte quand même sur la région, et donc nous appuyer un peu sur cette communauté. Et donc maintenant, les nouveaux investisseurs que nous allons conquérir à travers les actions que nous allons mener à partir du mois d'avril et du lancement de la plateforme seront des plus, mais nous avons déjà quand même ce socle existant d'investisseurs. Donc WeSeed, c'est plus de 600 projets financés, beaucoup de sorties positives avec des taux de défaillance et des taux de défaut qui sont inférieurs à 0,5%. Ça fait partie de l'excellence que nous visons, c'est-à-dire qu'on accompagne les sociétés, on fait en sorte justement qu'elles se développent, hein, qu'elles aient une croissance qui soit suffisamment rentable pour les citoyens qui auront investi dedans. Et puis c'est aussi un mode de sélection des projets aujourd'hui que nous menons en interne avec des analystes spécialisés par secteur. WeSeed, c'est 40 collaborateurs et des conseillers seniors qui nous accompagnent dans les secteurs d'activité sur lesquels nous opérons.
J'y reviens parce que je trouve que c'est important et quand vous parlerez de WICID, je pense que c'est un sujet autant en tant que chef d'entreprise qu'en tant qu'investisseur. On a un très haut niveau de contrôle interne et réglementaire. Donc, on a cet agrément qui est prestataire de services d'investissement. On a des contraintes très fortes, notamment par exemple, on a les mêmes qu'une banque. En fait, finalement, alors j'aime bien, je caricature un peu, mais en gros, on a des ratios de fonds propres et de liquidités obligatoires qui font que WICID sera pérenne. Et donc, ne peut pas couler demain. On a des plans de continuité d'activité, évidemment, des plans préventifs de rétablissement. Un point très important sur lequel nous sommes, donc qui sont des critères obligatoires sur les citoyens, nous sommes très vigilants sur les procédures de lutte contre le blanchiment et le financement du terrorisme. Évidemment, nous sommes vigilants sur toute la partie RGPD et sommes en contact permanent avec la CNIL, avec Tracfin, aussi sur la partie blanchiment et financement du terrorisme. Nous travaillons avec des acteurs majeurs du secteur qui sont notamment Lemonway, il y a Lemonway et MangoPay qui sont des prestataires de paiement. Donc nous cantonnons les fonds investisseurs dans des comptes séquestres. Aucun fonds ne transite par WICID. Et puis enfin, nous avons donc des codes de déontologie, des politiques internes de conflit d'intérêts et des cabinets d'audit qui nous accompagnent pour nos procédures. Voilà. Ça, c'était un peu le tableau de WICID. Je suis désolée si ça a été un petit peu long, mais je pense que c'est important de comprendre parce que on en parle, enfin, vous en parlerez mieux de ces projets-là où vous pourrez vous les approprier à partir du moment où vous savez quels sont les acteurs qui mènent ce projet et qui vont driver ce dispositif dans les prochains mois et prochaines années. Deux points de vigilance qui sont quand même importants. Une plateforme de financement participatif, c'est pas une banque. Quand on a rencontré les différentes directions de la région, c'était souvent le sujet de nous dire mais pourquoi ils font pas appel à des banques? Pourquoi ils font appel à vous? Non, en fait, on n'est pas une banque et on est complémentaire en fait au système bancaire. On est complémentaire au fonds, on est complémentaire au fonds institutionnel, on est complémentaire à la BPI tout simplement. Et donc c'est pour ça aussi qu'on se positionne sur des tarifs aujourd'hui, notamment en termes d'intérêts versés sur les obligations ou sur les rendements attendus des actions qui sont un petit peu supérieurs et c'est bien normal parce qu'on est encore une fois complémentaire et non pas comparable à des banques. Et puis enfin pour le citoyen, quand il investit dans un projet en crowdfunding, c'est pas un placement en livret A. C'est-à-dire qu'on va s'attacher et ça c'est quelque chose qui est très important chez nous, à expliquer aux citoyens que l'on n'investit que dans des projets que l'on comprend, on n'investit que dans des projets avec de l'argent sur lequel on n'a pas besoin demain, c'est-à-dire que les investissements ne sont pas liquides, c'est-à-dire que quand vous rentrez actionnaire dans une société, tout le monde rentre en même temps et tout le monde sort en même temps. Et quand vous devenez obligataire, quand vous prêtez votre argent pour faire des emprunts obligataires, vous avez un contrat. Donc, si le contrat prévoit que ce soit 24, 36 ou 48 mois, ben voilà, c'est 24, 36 ou 48 mois et on peut pas sortir quand on veut. Voilà. Et puis ensuite, le dernier axe sur lequel nous sommes très à cheval aussi vis-à-vis des investisseurs, c'est de leur expliquer qu'il faut diversifier. Si vous voulez limiter le risque, on ne peut pas garantir le capital. Vous avez des risques de perte en capital et en intérêt. Et ça, la seule manière de couvrir le risque-là, c'est de diversifier. C'est-à-dire que si vous avez 1 000 € à investir, on va vous dire mettez 200 € sur 5 projets plutôt que de mettre 1 000 € sur un seul projet. Même si aujourd'hui, nous attachons une grande importance sur la sélection évidemment des entreprises et sur leur accompagnement pour ne pas en arriver à ce niveau-là, à ce point-là. Mais pour autant, la meilleure manière de se couvrir du risque, c'est de diversifier. Est-ce que vous avez des questions? Oui, ça vient, c'est en train de venir. Ah, moi, je ne les vois pas. Ah oui, ça y est, je les vois. Patrick, j'ai vu, tu avais une première question, c'est ça, c'était sur la relation WICID avec les banques. Moi, j'en ai deux alors à ce moment-là. C'est quelle est la qualité des relations actuelles avec les banques? Point d'interrogation. Et deuxième question, qui arbitre, alors éventuellement, hein, mais qui arbitre ou qui arbitrera le choix des entreprises d'Occitanie à financer? Alors, les relations avec les banques, elles sont bonnes parce que, alors évidemment, certaines banques n'aiment pas le crowdfunding, mais je pense que c'est plus un défaut d'information sur nos process rigoureux. Et puis, c'est la multiplicité des plateformes qui peuvent parfois donner l'impression que c'est une industrie qui échappe à tout contrôle. Ce n'est pas vrai. C'est une industrie qui est réglementée, qui est contrôlée. Nous, on a eu des contrôles de la Banque de France et de l'AMF chaque année. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de pédagogie encore à faire. C'est un secteur qui est émergent, qui est
innovant, qui fait peur. Donc forcément, les banques traditionnelles, elles ont du mal à comprendre un peu nos enjeux. Puis c'est vrai qu'elles-mêmes, elles n'arrivent pas à avoir la même agilité que celle qu'on peut avoir par moment. Donc voilà, donc ça c'est un premier sujet, mais on ne s'oppose pas aux banques et en général on a de très bonnes relations avec les banques. On vient encore une fois en complément de leurs propres investissements. Alors, Oui, oui. Et le vous deuxième point, sur qui arbitre le choix des entreprises à financer, dans le cadre de la société de projet qu'on a créée avec la région, il y a un comité d'investissement qui va se réunir toutes les semaines ou tous les 15 jours et qui va décider sur la base donc des analyses et des audits qui sont faits par nos analystes à nous en interne, qui va présenter les dossiers et il y aura une partie de la région, une partie de la CCI, une partie de la REC et une partie de WICID donc qui vont décider de manière commune et il y aura des PV de comité d'investissement un peu comme tous les fonds ou les banques, en fait, de la même manière. Le comité d'investissement est piloté par qui? Il est piloté par WICID, mais il y a des voix, il y a des votes, en fait, dedans, et donc la région est représentée, la REC est représentée, la CCI est représentée. Une question par rapport à quel type d'entreprise est, disons, est éligible ou plutôt conseillé de travailler avec vous par rapport à la BPI ou autre, de créer d'entreprise, Jean-Pierre, secteur ou autre, Jean-Pierre Richard. Alors, je vais y venir parce que justement, je vais dérouler là pour vous expliquer le dispositif de quelles entreprises ça concerne et dans quel montant. Et du coup, je vous répondrai après sur ce point-là. Donc, on a créé ce portail donc de l'économie citoyenne en région qui est déjà il y a pour l'instant juste un site vitrine si vous tapez épargneoccitanie.fr sur lesquels les entreprises peuvent déposer leur dossier et les investisseurs peuvent s'inscrire, juste déposer pour l'instant leur adresse mail. Mais demain, il y aura un site complet qui est en train d'être créé et qui va être un vrai portail, une vraie plateforme, en fait, un peu style marketplace dans lesquels justement il y aura pour les porteurs de projets et puis pour les investisseurs toute la partie pédagogie aussi pour expliquer. Donc ce dispositif, il a été créé pour rassembler l'ensemble des compétences, des moyens et des agréments, puisqu'encore une fois, il n'y a que WICID qui a cet agrément-là, pour agréger l'ensemble des opportunités de financement sur la région. Pourquoi? Parce que la région s'est aperçue, donc notamment dans le cadre du plan de relance ou de relocalisation, qu'elles avaient énormément de demandes de financement. Et ces demandes de financement, elles ne pourront pas y répondre. Et donc, elles ont cherché à trouver des dispositifs complémentaires aux leurs. Et c'est la raison pour laquelle finalement notre proposition de valeur chez WICID a trouvé une écoute favorable chez eux, puisque donc ça fait partie demain des dispositifs qui vont devenir pérennes pour la région, que de proposer aussi aux entreprises qui les sollicitent pour des financements de se faire financer par les citoyens directement. Donc on va devenir un complément, en fait, un dispositif complémentaire de la région. Voilà, la vocation quand même est de poursuivre. Alors oui, vous pouvez être force de proposition sur les entreprises ciblées et du coup, je reviendrai après sur les différentes entreprises sur lesquelles vous pouvez justement être prescripteur. Donc, on a un objectif dans un premier temps de levée de fonds à hauteur de 20 millions d'euros. Il faut savoir que depuis que la plateforme a ouvert, on a déjà quasiment 200 dossiers de déposés pour des demandes de financement qui vont aujourd'hui jusqu'à 50 millions d'euros. On n'y répondra pas, évidemment pas à toutes parce qu'on va faire un tri, on va faire des analyses, mais pour autant, on se rend compte quand même qu'il y a une forte demande aujourd'hui sur des entreprises qui soit sont pas assez matures pour aller chercher des financements bancaires, soit sont en attente de levée de fonds et donc ont besoin de bridge, soit sont sur des projets très précis sur lesquels, sur la transition énergétique, le développement, les investissements industriels, ou sur lesquels il peut y avoir une prise de risque et donc sur lesquels ils ont besoin de financement participatif pour se faire accompagner. Donc, la mise en place de ce dispositif, donc je vous le disais, c'est une société de projet. La région, la CCI, les agences régionales et vous-même, en fait, justement, leader Occitanie, pourraient être des prescripteurs, en fait, d'identification, des prescripteurs, donc, de projets. Notre idée, ce serait si vous pouviez nous aider et nous aider à faire rayonner ce dispositif, à identifier les entreprises qui sont en besoin de financement et nous les rediriger de manière à ce que nous puissions essayer d'y répondre au mieux en leur trouvant les meilleurs montages. C'est notre métier et c'est ce que nous faisons déjà au quotidien, mais nous sommes convaincus qu'il y en a encore plus besoin aujourd'hui,
toutes les entreprises ne vont pas trouver des financements bancaires ou des BA ou des fonds d'investissement pour les accompagner. Et on a besoin plus que jamais de diviser le risque. Hein. C'est-à-dire que quand ce sont plutôt 1000 investisseurs, 1000 citoyens qui vont prendre un risque de 1000 €, c'est plus facile, entre guillemets, de prendre des risques que d'aller trouver une personne qui va vous accompagner, enfin un seul fonds ou une seule banque. Voilà. Au sein de donc, la SAS Épargne Occitanie, il va y avoir un comité de suivi, un comité d'investissement. Le comité de suivi va vérifier les tests d'investissement et le comité d'investissement va décider des entreprises dans lesquelles que nous allons proposer donc, aux citoyens. Et c'est WICID qui opérera en tant que donc, organisme réglementé pour gérer la plateforme, gérer les agréments, la mise en vote et les projets, le suivi ensuite des projets et qui animera la communauté des citoyens investisseurs. Nous sommes mis d'accord avec la région sur 3 thèmes essentiels aujourd'hui qui sont construire donc une relance durable en accompagnant les acteurs économiques donc dans la croissance, dans la relocalisation et dans l'innovation. L'idée étant au final de soutenir l'emploi dans la région Occitanie. Il faut qu'on accompagne les nouveaux usages, donc tous les projets de modernité pour améliorer donc le bien vivre ensemble, faire évoluer les territoires dans le cadre où l'urbain est au rendez-vous de l'humain et de l'environnement, et puis répondre aux défis climatiques qui sont nombreux pour accélérer l'adoption de solutions positives, préserver l'environnement de tous et contribuer à une meilleure efficacité énergétique. Je vois qu'il y a des questions, je vais essayer Parfait. Eh bien, écoutez, vous m'envoyez ravi. En effet, pour répondre donc à Madame Valade, oui, les financements actuels de la région sont en grande partie des subventions, mais pas seulement. Ils font aussi des prêts d'honneur, ils font aussi des avances remboursables. Maintenant, ils ont créé aussi l'ARIS, qui est une société qui va investir en fonds propres et en participation. Et donc, le financement participatif prend toute sa place justement pour accompagner aussi l'ARIS dans pas mal de projets dans lesquels il y aura besoin aussi d'apporter dans le cadre d'augmentation de capital. Sur les financements, donc l'identification des secteurs d'activité, donc on couvre à peu près l'intégralité des secteurs qui sont présents en Occitanie, évidemment toute la partie spatiale et aéronautique parce qu'il y a beaucoup de sous-traitants aéronautiques qui vont aujourd'hui devoir faire des pivots ou se redéployer un petit peu différemment. Donc l'idée étant de les accompagner sur des beaux projets et vous verrez, on en a déjà, je peux pas vous les dire encore, mais on a d'ores et déjà des beaux projets qui vont arriver en financement sur la plateforme. Évidemment, il y a toute la partie agro et pharmaceutique, la chimie, les transports intelligents, toute la problématique des mobilités, de l'évolution des derniers kilomètres, des véhicules électriques qui ont besoin encore de recherche fondamentale ou tout simplement de financer certaines initiatives privées dans ces domaines-là, tous les domaines de la santé, de la technologie, de l'environnement. Et puis, on a réservé une partie aussi de dons sur la partie culturelle, événementielle, les clubs sportifs et professionnels et l'économie sociale et solidaire qui a plus que besoin d'aide pour repartir après cette crise et cette période d'incertitude. Oui, comme Time for the Planet, en effet. Sauf que nous, normalement, c'est plus rentable. Hein, mais en effet, ils nous avaient sollicité pour les accompagner. Ouais. Sur les opérations financées, donc aujourd'hui on a évidemment ciblé quelques types d'opérations que l'on pourra proposer sur la plateforme. Évidemment, c'est pas exhaustif. Le financement de nouveaux marchés, de nouveaux produits dans les entreprises qui viennent de vivre des situations compliquées et qui ont besoin de se relancer dans tout ce que cette crise sanitaire a modifié chez eux. Toute la partie aussi cession et transmission d'entreprise, on se rend compte qu'il y a eu un petit peu un stand-by là pendant 1 an ou 2 et il va falloir se reposer les questions si on n'a pas envie que certaines entreprises ou certains commerces significatifs commencent à disparaître. Il y a tous les investissements matériels et immatériels, relocalisation, des effets de levier bancaire avec des fonds propres à consolider pour pouvoir ensuite aller faire du levier bancaire. Le financement de la transition écologique, ce sont des acteurs qui ont déjà souvent accès au financement participatif, mais je pense qu'on va essayer de les accompagner encore plus et encore plus fort de par la visibilité de la plateforme. Et puis pour toute la partie start-up, le financement de la recherche et du développement, mais aussi pour des entreprises, pas seulement sur les start-up.
Aujourd'hui, donc, le dispositif, il est en dette à partir de 50 000 € sur toutes les opérations de développement à tous les stades de vie de l'entreprise. On pourra aller sur des financements entre 24 mois et 5-6 ans, peut-être même 7 ans pour certaines. On fera un peu au cas par cas sur des montants même plus élevés puisqu'on peut aller jusqu'à 8 millions d'euros. Évidemment, les obligations sont réservées à des sociétés anonymes, des SAS, des sociétés commandites par action ou certains types d'SARL. Toutes les SARL ne sont pas éligibles. Il faut que soit elles aient un CAC, soit qu'elles aient certains seuils. Donc voilà. Donc on va évidemment regarder d'abord le statut juridique parce que toutes les entreprises ne sont pas éligibles à des obligations. En capital, donc on va créer des sociétés. Donc c'est pour ça qu'on a l'obligation de commencer à partir de 200 000 €, tout simplement parce que pour pas que le dirigeant se retrouve avec 600, 800 ou 1000 actionnaires tout d'un coup dans sa table de capi, ce qui peut évidemment lui faire peur. Donc on va créer des sociétés d'investissement, des holdings d'investissement dans lesquels on va regrouper tout le monde et c'est WICIT qui représentera la masse des actionnaires. Et donc à ce titre-là, on a besoin d'être sur un seuil minimum parce que créer une holding d'investissement, ça coûte de l'argent, ça coûte des frais d'expertise comptable, de gestion tout simplement. Et donc il faut absolument qu'on commence à partir de 200 000 € donc en capital. Voilà. Donc sur le capital, on interviendra à partir de 200 000 € donc d'ouverture de capital. Et sur le don, aujourd'hui, on a mis la barre à partir de 10 000 €. Il n'y aura pas forcément de possibilité de défiscalisation. Il peut y en avoir, mais dans ces cas-là, ce seront les sociétés qui géreront ou les associations évidemment d'intérêt public qui géreront directement la partie défiscalisation. Mais aujourd'hui, dans la mesure où on constate que les citoyens sont prêts à aussi faire des dons aux entreprises qu'elles considéreront ensuite comme des produits d'exploitation sur lesquels les entreprises seront fiscalisées. Mais en tout cas, c'est apparu comme étant un pan important aujourd'hui pour accompagner certains types d'entreprises qui ont besoin de redémarrer, de financer une machine pour repartir, de remettre à niveau certaines choses chez elles avant de vraiment redémarrer. La seule condition sera que le siège social ou l'établissement secondaire soit en région Occitanie ou qu'il y ait une volonté de réimplantation en Occitanie. Voilà, ça, ce sera vraiment le critère sur lequel on sera à cheval. L'idée, c'est vraiment de créer un écosystème autour de notre région et de faire participer le citoyen, mais dans notre région. Donc pour les entreprises financées, alors pour les financements en obligation, évidemment, on sera obligé de partir sur des entreprises qui ont plus de 2 ans, tout simplement parce qu'on a besoin d'analyser l'historique, on a besoin d'analyser la capacité de remboursement de ces entreprises et donc de mesurer l'impact qu'a eu la crise sanitaire pour pouvoir faire entre guillemets des cash flows normalisés, standardisés. Et donc on a besoin que les entreprises soient existantes depuis plus de 2 ans. Mais sur des nouvelles entreprises, sur de l'innovation, sur des projets, sur certains types de projets, évidemment, on n'est pas obligé ce critère de 2 ans ne sera pas indispensable et vraiment on fera au cas par cas. Sur le besoin de financement, comme je vous disais, il est entre 50 000 € et 8 millions d'euros sur une durée maximum de 7 ans. Donc on intervient en capital, en dette obligataire, simple ou convertible. Et grande particularité chez WICID, on peut intervenir aussi sur des scopes et donc proposer des titres participatifs. On peut aussi faire des parts sociales, on peut faire des BSAR. En fait, on a la chance d'être suffisamment agile justement pour nous adapter. Et puis, on a une direction juridique qui peut nous accompagner pour faire du cas par cas. On peut faire des BSA, on peut faire des OPSA, on peut faire plein de choses. Et puis encore une fois, donc on interviendra en don pour les entreprises en difficulté suite à la crise sanitaire pour permettre aux acteurs, notamment dans le domaine culturel et événementiel, de mobiliser leur communauté, des clubs sportifs aussi qui traversent des périodes qui sont très compliquées pour leur permettre de repartir ensuite sur de bonnes bases lorsque on aura enfin le droit de sortir et d'arrêter de porter des masques. Sur le financement en action, je ne vais pas m'étendre, mais en gros, c'est ce que je vous disais, on créera des holdings d'investissement spécifiques, donc qui seront des personnes morales à elles toutes seules et qui, comme le ferait aujourd'hui un fonds ou un business angel. Chose très importante pour les chefs d'entreprise que vous pourrez essayer d'aller convaincre, WICID n'a pas la vocation de prendre part au niveau opérationnel dans la gestion de l'entreprise. Pourquoi les entreprises font appel au crowdfunding? Tout simplement parce que souvent ce sont des chefs d'entreprise qui ont envie de conserver leur culture, qui n'ont pas envie d'être rachetés par un BA ou par un concurrent ou par un fonds d'investissement qui vont leur demander des covenants, des ratios. Alors nous, évidemment, on va regarder la croissance de la société, son développement, mais on n'a pas vocation à avoir des fonctions opérationnelles. Donc on estime que notre métier,
c'est d'accompagner le chef d'entreprise. On sera présent à ses côtés. On lui fournit une communauté de personnes qui peuvent l'aider, des fournisseurs, des clients. Mais en tout cas, voilà, on n'a pas vocation à prendre les manettes de la société. Et ça, c'est un point très important. Et c'est la raison pour laquelle souvent les chefs d'entreprise viennent nous voir. Quelques exemples de financement en action, évidemment dans le domaine de la santé, des mobilités sur Gullplug par exemple qui est encore en financement de nouveau cette année, sur l'optimisation donc des recharges électriques des entreprises. Agronutris, vous connaissez peut-être, c'est une société donc de biotechnologie qui fait pour la nourriture animale en fait à travers les insectes pour limiter l'impact donc des pesticides, etc. Inès de la Fressange, c'était un développement à l'international avec une pénétration de marchés notamment asiatiques. Naïo Technologies, c'était des robots agricoles pour diminuer la pénibilité du travail et l'impact sur l'environnement pour les agriculteurs. Poietis, c'était des greffes de peau. Donc voilà, plein d'exemples de projets. Vous les avez tous sur WeSeed. Je vous invite à aller les voir dans la partie projets financés. Vous pouvez voir un petit peu tous les domaines dans lesquels nous avons d'ores et déjà agi. Voilà. Est-ce que le chef d'entreprise doit se porter caution? Il ne se porte pas caution hein, sur l'action, hein, donc là non. Après, c'est en fonction sur les dettes obligataires, non. En théorie, on demande une GAPD. Il peut arriver qu'on demande des cautions personnelles, mais c'est vraiment dans des cas très très rares. C'est la raison pour laquelle les obligations sont aussi à des taux qui sont plus élevés que des emprunts bancaires. C'est parce que derrière, quand on l'explique aux citoyens, on lui explique qu'il y a du risque et qu'il peut potentiellement, si le projet ne marche pas, perdre son nominal et ses intérêts. Et donc, c'est la raison pour laquelle derrière, le chef d'entreprise ne se porte pas systématiquement caution. Sur le financement en obligation, oui. Non, peut-être Mathilde, il y a les deux questions précédentes. La question de Pascal Souclier sur l'ESS et la création d'entreprise. Ah, pardon, je ne l'ai pas vu, excusez-moi. Quels sont les réseaux associés à cette mobilisation? Donc, il y a Leader, oui, il y a le MEDEF, il y a la CPME qui nous aide, la JCE. Pas encore. Alors, je ne l'ai pas contacté, mais il faut qu'on contacte. Ouais, tout à fait. Le réseau Entreprendre, c'est pareil. Je crois que Antoine, tu avais initié des contacts, il me semble. Oui. Dans tous les cas, oui, ce sera ouvert à tous. Le réseau Initiative? Le réseau Initiative, moi, j'ai pas encore pris de contact, mais on peut. Digital 113, je crois qu'ils l'ont été. Mais n'hésitez pas, hein, allez-y, il faut… Je vais m'occuper d'Initiative. Patrick, pour te répondre, au niveau d'initiative, Adoc est au courant de la démarche, hein, forcément, et avec Adoc, il y a Créalia, et avec Créalia, il y a un peu le réseau, mais effectivement, si tu peux relayer après, Créalia, la présentation a eu lieu. Hein. Oui, c'est ça. Donc, je pense que partage d'huile, tous les réseaux doivent être contactés. Ouais. En tout cas, c'est ouvert à tout. Ok, super. Pascal, si tu veux poser ta question, si jamais tu as un micro, et peut-être pour que ce soit encore plus clair, est-ce que tu as écrit ? Oui, merci, Michael. Oui, juste une petite question très simple. Dans mon entreprise qui a 25 ans, on est en train d'incuber un projet qui a pour vocation de devenir une ESS. Ce projet est un projet d'utilité sociale à vocation nationale sur la modernité. Enfin, je ne vais pas le décrire là, mais est-ce qu'un projet de cette nature en ESS peut être éligible? Première question. Deuxième question, dans la mesure où l'ESS n'est pas encore créé, comment ça marche? Parce que ce n'est pas forcément nous qui allons demander ce financement participatif, c'est ce projet incubé qui va devenir cette ESS. À quelle échéance vous prévoyez de créer l'entité? Au mois de juillet à peu près. D'accord. Alors, il faut savoir qu'en action, parce que là, ce serait quoi? Ce serait du capital? Parce que de toute façon, il n'y aura pas forcément de capacité de remboursement. Donc, ce serait essentiellement en capital. Il faut savoir que alors en fonction du statut juridique, hein, évidemment, mais si c'est pas une SCOP, à moins que ça pourrait être une SCOP ou une SCIC. Alors si c'est une SCOP ou une SCIC, donc dans ces cas-là, on peut intervenir. Il faut savoir que, alors par exemple sur l'action, ce qu'on fait, c'est que vous savez que les augmentations de capital ou les actions, en fait, ça prend du temps quand même pour le chef d'entreprise. C'est assez chronophage parce qu'il faut faire valoriser, il faut faire des BP, enfin, c'est quand même compliqué. Donc, en fait, avant de vous faire toutes ces diligences,
et nous-mêmes en fait d'engager des coûts d'audit qui sont quand même importants, avec des coûts d'avocat, etc. Ce qu'on fait, c'est qu'on propose le projet sur la plateforme. Ça, c'est quelque chose qu'on fait historiquement chez WICIT. C'est pas spécifique pour la région Occitanie, mais en fait, on va vous proposer, on va vous ouvrir une fiche projet et on va vous proposer de présenter votre projet. Et là, vous allez identifier vos besoins. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire en sorte que la communauté, elle va vous donner ses intentions d'investissement. C'est pas ferme, c'est-à-dire que c'est pas comme le Téléthon où à partir du moment où vous mettez, ça y est, c'est pas une promesse. Hein. Okay. Mais par contre, ça nous donne des indicateurs et surtout, ça donne des indicateurs au chef d'entreprise sur quel montant il peut espérer. Et c'est un processus qui est très important parce que derrière, voilà, vous savez si Enfin, en fait, tous les projets sont pas éligibles au crowdfunding. C'est pas que le projet ne va pas plaire. Ça veut pas dire qu'il va pas rencontrer son public ou qu'il va pas rencontrer son marché. C'est juste que certains projets sont pas faits pour aller sur du crowdfunding. Donc, et dans ces cas-là, ça voudra dire qu'il faudra que vous alliez plutôt voir des business angels ou des entreprises qui opèrent dans ce domaine-là, etc. Et c'est pas grave en fait. Enfin, c'est pas un échec. Je veux dire, il faut juste se dire que voilà, on le propose. Vous avez comme ça des intentions d'investissement. Vous savez sur quel montant vous pouvez vous positionner. Et du coup, vous pouvez calibrer derrière le travail que vous allez faire de préparation du dossier. Et ça, c'est un vrai point important. Je pense que c'est un sujet qui pourra intéresser ce type d'investissement parce que ça touche la santé des enfants. Donc, voilà. Oui. Ben dans ces cas-là, en effet, de toute façon, tout ce qui touche, je vais vous dire, bon, on n'est que 25, je crois, ou 30, mais en gros, tout ce qui touche à la santé et à la transition énergétique aujourd'hui, ça plaît énormément, et notamment quand on parle d'enfants. Oui. Petite question, alors peut-être c'est prévu dans les slides d'après, mais vu que le temps file, sur les coûts, du coup. Donc sur les coûts, alors aujourd'hui, on a dans le cadre de ce partenariat et comme on est sur un processus de relance et de rebond, on a vu, quand vous allez sur n'importe quelle plateforme de crowdfunding, par exemple, si vous faites du don, c'est entre 7 et 8%. Nous, on a décidé de se positionner à 5 parce qu'on est dans une démarche particulière et que on veut, malgré tout, on a des coûts. Hein, je veux dire, la plateforme, ça coûte de l'argent. Les gens qui vont présenter votre projet, ça coûte de l'argent. Donc, en gros, on va être sur des taux à 5%. Donc ça, c'est ce qu'on appelle l'upfront, en fait, qui est le montant pour mettre votre projet et c'est 5% des sommes qui seront collectées, que ce soit en obligation, en action ou en don. Et ensuite, donc l'action, bah, ça coûte rien. Enfin, ce sera la plus-value en sortie, en fait, que les investisseurs pourront en tirer. Donc, vous n'avez pas de rendement à fournir à vos actionnaires, hein, mis à part évidemment, sauf si vous faites du dividende et que vous distribuez, ben, les gens toucheront des dividendes. Et puis après, ce sera la plus-value de sortie que les investisseurs toucheront. Donc, c'est pour ça que c'est beaucoup plus pas du pari, mais en fait, il faut qu'on croie dans le projet, on aide au développement du projet, donc on aide à ce que l'entreprise grandisse, et donc derrière, vous savez que si tout fonctionne, eh ben, vous aurez une plus-value de cession lorsque les actions seront revendues. Sur l'obligation, par contre, on va être entre 4 et 6% annuels de rendement, donc de taux d'intérêt coupon en fait fournis aux citoyens, ce qui sont des taux qui sont tout à fait de marché, voire même inférieurs au marché. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'État va proposer, dans le cadre du plan de relance, des OPSA, donc des obligations avec des bons de souscription d'actions qui seront à 9%. Donc en fait, aujourd'hui, quand on se positionne sur du crowdfunding entre 4 et 6%, en fonction du risque, on est quand même sur des taux de marché qui sont plutôt bas. Merci. Voilà. Donc ça, c'est des exemples d'exemples de financement en obligations qu'on a pu financer. Donc évidemment, il y a beaucoup de transition énergétique parce que ça fait partie des sujets majeurs chez nous. On a une coopérative qui était à Saint-Jean-Pied-de-Port. Alors, c'est pas dans notre région, mais on a quand même mis parce que c'était une belle histoire autour de plusieurs centaines d'agriculteurs qui étaient en grande difficulté de par les difficultés financières de cette coopérative. Et donc, l'année dernière, on les a mis sur la plateforme. On a bien précisé que c'était une entreprise en grande difficulté, une coopérative en grande difficulté, et on a eu une mobilisation assez fantastique de la part des WICIDers qui, certes, les tickets individuels ont été plus faibles que d'habitude, mais pour autant, cette coopérative aujourd'hui, elle marche bien et elle est repartie. Et voilà, c'est une très belle histoire, mais pas seulement une histoire, c'est juste la vraie vie qui s'est racontée à travers cette coopérative. On a accompagné Fumaison Occitanie. Alors, on fait pas que du foie gras ou on fait pas que du magret dans le Gers, on fait aussi des poissons fumés et ils sont excellents et je vous engage
aller voir cette coopérative là qui est dans le Gers et qui est vraiment qui fait un saumon qui est fabuleux et qui est en train d'exploser, qui est sur tous les marchés, qui est en train d'exploser parce que vraiment ils ont une qualité qui est très très forte de produits. Et puis après, voilà, tout ce qui est méthanisation. Aux experts, c'est un cabinet d'expertise comptable qu'on a accompagné sur la digitalisation parce qu'il y a des vrais enjeux dans leur métier de se transformer, d'aller chercher de nouveaux acteurs et de nouveaux clients. Et ça passait par une digitalisation forte et accélérée de leurs outils. Donc, on les a accompagnés l'année dernière. Voilà. Il y a 2 ans. Donc ça, c'était en obligation. Sur le processus donc de financement de la plateforme, comment ça se passe? Le projet, il est déposé sur le site internet épargneoccitanie.fr. Donc, vous pouvez le déposer et vous avez tout un questionnaire de dépôt en ligne avec des documents. Ensuite, vous serez recontacté par nos responsables de projet, dont Antoine, dont Arnaud, par exemple, qui vont vérifier les premiers critères d'éligibilité. Mais les premiers critères, en fait, ce seront les statuts juridiques. C'est-à-dire qu'il y a certaines SARL, malheureusement, on pourra faire ce qu'on pourra. On ne pourra pas y aller en crowdfunding parce qu'au-delà de 100 associés, c'est pas possible. Donc, on ne pourra pas faire de l'action. Et sur de la dette, il faut respecter certains critères. Voilà. Ensuite, si c'est en action, on partira en e-vote, tout simplement pour pas vous faire du travail de valo et de BP qui soit faramineux et sans que vous trouviez en face les citoyens pour vous financer. Ensuite, donc, si la phase de e-vote, alors en obligation, on partira directement en due diligence, c'est-à-dire revue des documents que vous nous fournirez et dont on vous fournira la liste. Sur la partie e-vote, voilà, une fois que vous aurez atteint certains métriques qui ont été définis de par notre expérience, là, on rentrera en due diligence. Et puis ensuite, une fois qu'on s'est mis d'accord sur soit, par exemple, sur les actions, sur la valorisation de l'entreprise, la valorisation des actions, ou sur les montants, ou sur les taux, alors vous partirez en collecte. En fait, les projets partiront en collecte. Sur la partie action, on constate que ça dure 2-3 mois à peu près, avec une capacité entre 100 et 200 000 euros par mois de collecte pour la partie action. Et sur la partie, par contre, obligation, ça peut aller beaucoup plus vite. Tout dépend du taux, du risque, de la société, du projet. Voilà. Et puis ensuite, donc, on procède au versement des fonds une fois que les conditions suspensives qu'on aura pu mettre et qu'on aura négocié avec vous en amont seront bon, voilà, les analyses, c'est des analyses plutôt classiques. Hein. On va regarder comment est organisé votre capital, quel est l'actionnariat, est-ce que vous avez des co-investisseurs, est-ce qu'il y a des tours de table, est-ce que ce tour de table va couvrir les besoins de financement de l'entreprise et de manière générale. Sur les actions, on va vérifier la valorisation avant investissement des actions. Sur la partie start-up, on va vérifier l'innovation, on va vérifier que la trésorerie soit suffisante pour tenir le temps de la collecte. Il ne s'agit pas d'aller collecter et qu'une fois qu'on est versé, l'entreprise ait déjà été en grande difficulté. Et puis, on va vérifier aussi la stratégie de sortie du capital. Ça, c'est sur la partie action, évidemment. Parce que, comme je vous disais, on n'a pas vocation à être actionnaire pendant plus de 5-7 ans. Et donc, derrière, est-ce que vous avez des possibilités de racheter les actions auprès des WeSeeders, ou est-ce que vous aurez des industriels? Quelle sera l'étape d'après? Des fois, on a souvent des IPO, par exemple. On a des introductions en bourse, on a des choses comme ça. Donc, qui peuvent être envisagées et que l'on regarde dès le début. En fait, en gros, j'aime bien dire au chef d'entreprise où on va rentrer actionnaire, on va parler divorce avant de parler mariage. Et donc, obligatoirement, ça fait partie des sujets qu'on aborde avant même de partir en collecte. Sur le don, juste un dernier focus, réservé donc prioritairement aux entreprises en difficulté aujourd'hui. Toutes les entreprises, on vérifiera quand même l'objet social. Il ne s'agit pas d'aller financer des particuliers. Il faudrait qu'il y ait une personne morale. On va essentiellement pour l'instant commencer par des sociétés commerciales et non des associations, mais on pourra quand même regarder certaines associations, notamment celles qui ont des emplois ou celles qui sont dans le domaine sportif et qui agrègent autour d'elles une certaine communauté qui ont absolument besoin de s'en sortir pour pouvoir redémarrer ensuite. Voilà. Et puis, il n'y aura pas forcément de défiscalisation, mais ça, ce sera très clair vis-à-vis des investisseurs. Et donc, voilà, on le précisera de manière vraiment très claire pour qu'il n'y ait pas de malentendu sur ces sujets-là. Sur le déploiement, ce qu'on attend, vous l'abordiez tout à l'heure, le fait, par exemple, là, de vous présenter le dispositif, que vous
que vous fassiez connaître ce dispositif. C'est innovant et ça n'existe dans aucune région. Je vous avoue qu'on a déjà été contacté par pas mal de régions qui souhaitent le mettre en œuvre. Donc, c'est chouette que l'Occitanie soit la première à le faire. Et donc, voilà, aidez-nous à ce que ce soit un dispositif qui soit à la fois qui rencontre son succès dès le lancement, là, donc mi-avril, et puis qui à terme devienne un vrai dispositif, tant pour le citoyen qui, je pense, peut y trouver vraiment du sens demain, et que pour les entreprises qui pourront y trouver des sources de financement complémentaires par rapport à ce qui se passe, au financement auquel elles ont déjà droit. On a des supports si vous avez besoin, on a créé des plaquettes, si vous avez besoin, on peut vous les envoyer sans aucun problème là tout à l'heure après la réunion. Donc vous avez le site qui dans un premier temps, comme je vous disais, sera un site vitrine avec un simple dépôt de dossier et juste une collecte des identités des citoyens qui souhaiteront donc être tenus au courant du lancement de la plateforme. Et cette plateforme va se lancer donc en avril. Et là, elle sera beaucoup plus complète avec beaucoup plus de dispositifs d'inscription, de présentation des différents dispositifs, de pourquoi, comment, qui. On fera beaucoup plus de pédagogie. Voilà, pour l'instant, c'est juste un site de dépôt des dossiers. Et évidemment, demain, il sera complètement enrichi. Voilà. Avez-vous des questions? Merci. Juste, est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas à prendre la parole. Moi, j'en ai juste une pour démarrer la première, toujours. Côté investisseur, du coup, parce qu'il me semble que dans le crowdfunding, il y avait des limites d'investissement qui étaient fixées par chaque particulier, on va dire, qui souhaitait investir en emprunt et ou en capital. Et c'est toujours le cas, ça a bougé. C'était 1 000 €, moi, il me semble que j'avais en tête. C'est 100 €. Ah, c'est 100 €. 100 €. Le maximum, je parle, moi. Ah non, il n'y a pas de maximum. Vous Il n'y a pas de maximum, ok. 100 € si vous voulez, mais enfin, je vous dirais plutôt de diversifier. Oui, non, mais ok, je pensais qu'il y avait un maximum. Mon agrément auprès de la Banque de France et de l'Autorité des marchés financiers. Mais non, le minimum, c'est 100 € et après, il n'y a pas de limite. On a des portefeuilles de plusieurs millions d'euros. Hein. On a clairement des gens qui choisissent de mettre leurs fonds plutôt dans des plateformes de crowdfunding et d'aider de manière claire voilà, de certains projets. Ok, je pensais qu'il y avait une limite par entreprise. Est-ce qu'il y a des questions? Non, alors vous avez raison sur les limites par entreprise, c'est pour les plateformes qui font du mini-bon. Le mini-bon, en effet, il y a des plafonds, mais nous, on ne fait pas de mini-bon. On est vraiment sur du crowdfunding. Voilà. Okay. Pas de questions. Et sur la valorisation, tu en avais parlé un peu. C'est une discussion entre vous et l'entreprise. C'est l'entreprise qui décide. Du coup, ça se passe comment? Alors, quand il existe un rapport de valorisation, évidemment, on s'en sert. On le regarde un peu en détail, on en discute avec la société. Souvent, on arrive à trouver des compromis. Quand il n'y a pas de rapport de valorisation, mais que la société est vraiment en amorçage, en early stage, on va partir sur des valorisations communes, c'est-à-dire on va regarder par rapport à des comparables. On a la chance d'avoir investi aujourd'hui dans plus de 160 sociétés, donc on a quand même un certain recul sur des valorisations où on sait que les investisseurs iront. On va trouver un juste milieu, c'est-à-dire qu'il faut que l'entreprise soit quand même suffisamment valorisée pour l'innovation qu'elle apporte et pour le marché qu'elle va chercher à pénétrer. Pour autant, il faut quand même que ce soit intéressant. C'est comme quand vous achetez finalement un citoyen qui achète une action dans une entreprise, il faut qu'il ait l'impression que quand même dans 5 ou 7 ans, il fera une plus-value et c'est bien normal. Donc on va la négocier au cas par cas, en effet. Il n'y a pas de TRI minimum que doit proposer l'entreprise. Ça, c'est par contre, c'est... Non. Ok. L'objectif, c'est que l'entreprise se développe et crée des emplois. C'est ça qui compte. Non. Patrick, j'ai posé une question par écrit. Est-il prévu que les réseaux diluent l'info vers les entreprises, qu'elles soient candidates ou pas, et surtout vers tous les salariés qui sont capables de financer? Alors, quand on a des entreprises qui nous sollicitent, d'une manière générale, on le fera évidemment aussi sur la région Occitanie, on sollicite le chef d'entreprise, les dirigeants, on leur demande justement d'activer aussi leur réseau, donc les réseaux sociaux bien évidemment, leur mailing, leur service marketing, on les accompagne, on a des sessions de formation dans lesquelles on accompagne les dirigeants sur ces sujets-là. Une campagne réussie, c'est une campagne dans laquelle le dirigeant a contribué
et a pris toute sa part en fait justement dans la communication. Nous, on a des outils de communication, on fait partir des communiqués de presse, on fait des lives, on organise des réunions, on a nos propres supports de mailing qui sont envoyés à 155 000 investisseurs chaque semaine, donc on a quand même des forces de frappe qui sont déjà existantes. Mais en effet, on demande quand même à l'entreprise d'activer autour de son réseau pour mobiliser autour d'elle. Oui, mais là, vous parlez de l'entreprise qui est candidate. Moi, je parle des pilotes de réseau. Est-ce qu'il est prévu que les têtes de réseau organisent une information de toutes les entreprises, qu'elles soient candidates ou pas, pour diluer derrière au niveau de tous les salariés? Parce que là, vous parlez de 150 000 investisseurs, c'est bien, mais il y a 13 millions d'habitants en Occitanie. Donc, comment… Oui, il est prévu une campagne très très soutenue de la part de la région. Donc au-delà des réseaux sociaux, on a déjà commencé à faire beaucoup de campagnes presse. Là, juste avant de me connecter avec vous, j'étais justement avec des journalistes. Justement, on a prévu aussi une conférence de presse le 19 avril au matin à la Cité des Startups. On va mettre en avant, on a des engagements auprès de tous les journaux de mettre en avant toutes les entreprises qui seront sur la plateforme. Et puis ensuite, on a des relais par les magazines aussi, bon, toute la presse économique évidemment, et puis par les magazines spécifiques de la CCI, de la région par exemple du MEDEF ou de la CPME. Donc on a prévu beaucoup de relais justement pour que il y ait une forte notoriété, une forte visibilité. C'est pour ça que on sollicite beaucoup les entreprises pour qu'elles soient présentes lors du lancement parce qu'elles bénéficieront d'une visibilité qui sera hors norme quand même à partir de mi-avril. Quand vous parlez de la presse économique, vous parlez de la presse économique de l'Occitanie ou au-delà de ça? Oh, mais même au-delà de ça, oui, de toute l'Occitanie, évidemment, parce que c'est ce qui va toucher le plus les citoyens, mais on a déjà pas mal de papiers qui sont prêts dans le Figaro, dans l'Humanité, dans qui c'est qui nous a contacté? On a Libé qui nous a contacté, de toute façon, on a des réseaux de presse, nous, on a une agence RP qui nous accompagne, et puis la région, de toutes les façons, va inonder aussi tous les journaux. Comme c'est une initiative qui est assez inédite, on a de la chance d'avoir quand même quartier libre sur ces sujets-là, et donc je pense qu'il va y avoir une grosse visibilité à partir du mois d'avril. Pour l'instant, on a fait des coms B2B, uniquement à destination des entreprises par les réseaux. Mais demain, il y aura des informations grand public. Oui. Ok, si on a une suggestion à vous faire, on peut vous la proposer? Oui, n'hésitez pas. Vous avez mon adresse mail et puis vous pouvez aussi faire déposer directement en ligne. On rappelle les dirigeants très rapidement. Ok. Je me permets, est-ce que vous souhaitez le présenter vous-même au réseau French Tech Perpignan ou est-ce que vous souhaitez nous faire suivre de l'information et qu'on le dispense au sein du groupe? Comme vous voulez, comme vous voulez. Ou Antoine ou Arnaud peuvent le faire aussi sans problème, comme vous voulez. Ça dépendra du nombre de personnes en fait. Si c'est pour, dites-moi, plutôt le soir, mais. Je pense qu'on peut avoir une trentaine de personnes facilement, mais si vous voulez, je peux déjà divulguer l'information sur une newsletter et à la suite de ça, voir un petit peu comment ça réagit en fonction du monde ou essayer de reprendre un peu ce que vous avez expliqué, alors que j'aurais pas forcément le niveau, ou s'il y a du monde, vous proposez même d'intervenir à convenance. Pas de problème. Après, voilà, c'est ce que propose Mathilde, c'est-à-dire qu'en fonction de la date que vous trouverez qui réunira le plus grand nombre, nous, on se met en ordre de marche pour assurer pour être là, soit en backup de votre présentation, soit pour prendre directement la main sur la présentation du dispositif. Moi, je peux me rendre disponible sans problème. Ok, ça marche, c'est top. Je vous enverrai un petit mail pour mettre en place tout ça. Ok. Parfait. Merci. Dernière petite question, parce que au cas où, après on vous laissera. J'en ai une après, si possible. Ah, vas-y. Moi, c'était juste une question sur le côté levée de fonds de la part de l'entreprise. On est d'accord que vous ne demandez pas qu'il y ait un co-investissement à côté d'un autre leveur de fonds, etc. On est bien d'accord. Non, c'est pas systématique. Après, en général, il arrive quand même souvent que les entreprises viennent nous voir, elles ont déjà un plan de financement, elles ont déjà un tour de table qui est déjà réfléchi, et donc on vient nous en complément. Et ça arrive souvent, mais c'est pas systématique, et des fois on y va tout seul et c'est pas un problème. On peut être leader sur les levées, ou alors on peut être tout simplement en pari passu, suiveur. Et dans ces cas-là, on s'aligne sur les mêmes conditions que les autres.
C'est même plus simple pour nous, en fait, en termes de temps, là, aujourd'hui. Oui, si on pouvait passer, je vous avoue que le maximum de dossiers je passerai en pari passu, le mieux je me porterai dans les prochaines semaines. Oui, bonsoir. J'avais comme question sur les entreprises après qui sollicitent le financement au regard des coûts potentiels du financement par rapport à des crédits bancaires. Du coup, c'est des choix qu'elles font pour des raisons techniques ou de type de prêt, ou c'est que des entreprises qui n'ont pas pu avoir le prêt bancaire et donc du coup utiliser ça avec un coût supérieur. Vous avez quelle règle là-dessus? Vous savez, dans la majorité des cas, c'est des entreprises qui n'ont même pas demandé à leur banque. C'est même pas qu'en fait leur banque va leur dire non. C'est pas le sujet. La question, c'est que souvent les banques ne financent pas ça. En fait, je sais que c'est compliqué. Enfin, je comprends. Hein, c'est souvent des remarques qu'on nous a fait dans le cadre des différentes réunions qu'on a fait avec les directions. Mais quand vous allez solliciter du financement participatif ou que vous allez chercher des fonds bien spécialisés dans certains domaines ou des incubateurs ou des fonds régions, en fait, c'est même pas que la banque ne vous accompagnera pas, c'est juste que c'est pas son métier. Et en fait, c'est pas qu'elles ont eu des refus d'emprunt bancaire, c'est juste que les banques, elles financent pas ça. Et elles financent pas la R&D, elles prennent pas de risque, en fait. Les banques, elles vont financer des crédits entre entreprises, elles vont financer votre crédit client, elles vont vous financer un immeuble bien précis, mais vos opportunités de croissance externe, vos opportunités de développement de nouveaux produits, nouveaux marchés, elles prendront juste pas le risque. C'est pas qu'elles voudront pas, c'est juste que c'est pas leur métier, en fait. C'est pas ce qu'elles font. Après, ça peut nous aider à cibler les entreprises qu'on vise, parce que des entreprises établies avec des bonnes relations bancaires, déjà, on va dire, dans l'adage, on prête qu'aux riches, hein, elles, pour le coup, tout ce que vous dites, elles le financent. Aujourd'hui, une entreprise. Et dans ces cas-là, elles ne viendront pas nous voir. Ouais, c'est ça, voilà, c'est pour bien cibler nous. Oui. Une PME qui fait 10 millions d'euros de chiffre d'affaires, elle lève 300 000 euros en BFR, en claquant de doigts, sans problème, sans garantie, sans rien. Donc, à nous de cibler après. Mais elles ne viendront pas nous voir, en fait, parce que les banques financent des produits elles financent des projets qui ne sont pas risqués. Par contre, dès qu'il y a une partie de risque, elles diront pas. Mais c'est pas une critique. C'est pas une critique. C'est juste que chacun son métier, en fait. Et justement, c'est très bien qu'on soit complémentaire des banques. Mais c'est pas un problème. Je pense qu'il faut tout pour faire le monde. Et c'est là que, quand vous nous parliez des relations avec les banques, c'est que souvent, elles peuvent nous voir comme des concurrents, là où on n'est pas concurrents. On finance pas la même chose. On parle pas des mêmes sujets, en fait. Pour rebondir sur votre exemple, effectivement, les banques, elles financent un BFR quand il est dûment établi. Par exemple, aujourd'hui, là, j'avais une entreprise qui prévoit un développement d'activité, un changement de fournisseur, etc. et qui, par contre, prévoit une augmentation de son BFR. Et là, la banque a plus de mal à suivre parce qu'elle lui dit, écoutez, faites d'abord votre développement et puis revenez l'année prochaine, quoi. Donc là, pour une perspective de BFR qui risque d'accroître fortement, il y a une prise de risque et là, la banque, elle a plus de mal à suivre. Okay, j'avais une autre question, mais du coup, elle est partie. Oui, sur le dispositif, du coup, vous avez parlé tout à l'heure de l'investisseur qui peut perdre ses intérêts, voire son nominal. Mais si j'ai bien compris, il y a bien une part que la région garantit en abandonnant en premier sa mise, un truc comme ça, ou j'ai mal compris? Alors, on a un peu hurlé hein, quand elle a fait sa première, Carole Delga, en fait, quand elle a fait la première, c'est vrai qu'elle a parlé de capital garanti, mais ce ne sera pas le cas, en fait. Il n'y aura pas de garantie du capital. Par contre, il faut savoir que sur certains emprunts obligataires, il est possible de faire différents niveaux de remboursement des obligataires. C'est-à-dire, sur un seul et même emprunt, la région peut décider d'être remboursée à la fin. C'est-à-dire que je ne sais pas, une entreprise qui emprunte 100 000, il se passe un truc qui n'était pas prévu, ça va pas, voilà, on n'arrive pas à trouver de solution. Au final, le projet se passe pas bien. Admettons, d'accord, je prends vraiment le scénario catastrophe. Oui. Elle dit, je peux rembourser que 70 000. Si la région a mis 50 000 euros sur le projet, elle va dire, d'abord, on va rembourser les investisseurs particuliers, c'est-à-dire les citoyens, et derrière, vous rembourserez la région en dernier. Voilà. Ça fait partie des dispositifs sur lesquels sur les sujets où la région a mis. Okay. Voilà. Donc sur des sujets sur lesquels la région aura mis en même temps que nous. Après, il y a des sujets sur lesquels la région va dire, ok, si vous arrivez à
ce que j'aime bien aujourd'hui, et encore une fois, c'est complètement apolitique ce que je viens de dire, ce que je vais vous dire. C'est juste la région, je trouve, à une manière assez pragmatique, et c'est la raison pour laquelle nous, on a travaillé avec eux. Aujourd'hui, de dire, voilà, nous, on finance avec de l'argent public. Et cet argent public, aujourd'hui, on nous en demande beaucoup, et on a du mal, des fois même, à sélectionner des projets. Et l'idée est de dire, si l'entreprise trouve des fonds aussi par les citoyens, on peut abonder dans ce sens-là. C'est-à-dire que ça va nous conforter dans l'idée qu'on a bien fait de choisir ce projet-là. Un peu comme le font, enfin je sais pas vous, mais moi les clubs sportifs de mes enfants aujourd'hui sur du mécénat, ils disent voilà, les mairies en fait elles vont nous accompagner, mais uniquement si on arrive à lever auprès d'entreprises ou auprès de particuliers qui vont nous aider à financer le club. Et ben en fait la logique, moi en tout cas de ma mairie, c'est de dire bah si vous arrivez à trouver 2 000 € de financement d'entreprise qui vont par du sponsoring vous aider, ben nous on va vous aider sur le même niveau. Ben, la région elle a un peu cette démarche-là, et je pense qu'il y a beaucoup de régions qui demain vont avoir cette démarche-là, de dire on va le faire valider quand même en financement participatif, parce que ça va justifier le fait qu'on mette des fonds publics sur le projet. Voilà. Et je trouve que cette démarche, elle est intéressante. Voilà. Okay. Antoine, tu voulais poser une question ou c'est bon? Oui, c'est très intéressant. Hein. Je dirais que je suis séduit, mais je dirais que c'est presque comme mon entreprise. Ça fait 7 ans, 9 ans qu'on existe. J'ai pas touché un dividende, donc c'est toujours pareil. Les fonds, on en a besoin. On a une croissance explosive, mais derrière, ce sont des gens qui vont venir prendre la marge que vous avez laissé ces fonds-là pour en faire une marge et pour les partager, parce que moi je le partage avec mes salariés. Donc, ce que je veux dire, est-ce qu'il y a une négociation dans le partage de la réussite? C'est-à-dire quand vous en action? C'est-à-dire que vous dites au bout de 5 ans, 7 ans, on s'en va. Est-ce que ça se négocie à un départ ou à l'arrivée, et comment? C'est-à-dire, c'est ça qui... Le prix d'une entreprise, c'est le prix auquel quelqu'un est prêt à remettre. Donc, enfin, est prêt à acheter les parts. Donc, en fait, dans 5 ou 7 ans, le prix de l'entreprise, ce sera le prix qu'un futur investisseur sera prêt à y mettre. Et la plus-value pour les actionnaires, en fait, pour ceux qui auront pris les risques au début, donc les WeSeeders, en fait, les citoyens qui auront investi dans vos entreprises, ce sera la différence entre les deux. Et donc, les actionnaires, ils ont tout intérêt à ce que l'entreprise se développe et trouve son marché, et justement pour derrière que la valeur de l'entreprise augmente, en fait. Mais non, c'est pas, on prévoit pas dès le début dans le contrat, enfin dans le contrat d'augmentation de capital, en fait, dans le contrat de prestation, on prévoit pas en disant il faudra au minimum garantir 5% ou 10% de rendement par an aux investisseurs. C'est une prise de risque. Non, mais ça fait partie de ma partie utopiste. Ni un maximum d'ailleurs. Ta question, c'est plutôt le maximum en fait, Antoine. Plutôt que le minimum. Oui, maximum. Non, mais c'est pas ça. C'est pas ça. C'est que, si tu veux, ce que j'ai fait aujourd'hui, c'est parce que on a une technologie, on a des produits, on sait les fabriquer, on ne sait pas les diffuser parce qu'on n'a pas les moyens. On nous en donne pas les moyens. Et quand on en veut des moyens, c'est toujours pareil, c'est des moyens c'est des fonds qui cherchent à se refaire des fonds. Et ça me gêne parce que ça, je sais le faire. Demain, je vends mon entreprise à mon premier concurrent, je gagne au loto. Je peux le faire, mais je ne pense qu'à moi. Mais moi, j'ai envie de dire que les produits que je fais aujourd'hui, s'il y a un crowdfunding de ce type-là, c'est dans le même sens. C'est qu'on essaye de créer quelque chose encore de plus grand, mais de le diffuser comme étant notre produit d'Occitanie. Ne pas le vendre à un Américain. Ça devient mon entreprise. Moi, je n'ai pas de problème pour ça. Vous savez, je suis près de la retraite, il n'y a pas de souci. Mais quelque part, ce que je suis en train de faire aujourd'hui, je veux le développer. Et ça m'intéresse, votre crowdfunding. Mais après, il faut voir comment on va négocier pour que ça reste et que ça ne soit pas vendu à des fonds tels qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, vous regardez quand Danone a des problèmes parce que c'est encore des capitaux de fonds de retraite ou d'autres choses, mais c'est le produit qu'ils font, c'est ça qui compte. Ce sont les hommes, c'est pas l'argent. Eh ben, vous touchez là du doigt, je pense, ce qui fait le crowdfunding, mais qui fait aussi malheureusement partie
malheureusement qui est pas assez connu. Moi, je considère que moi, ce que j'aime le plus, c'est quand un dirigeant d'entreprise, il me dit, voilà, moi, aujourd'hui, ça fait 5 ans que les citoyens, ils ont investi dans mon entreprise. Ils ont pris des risques avec moi parce que ils risquaient de tout perdre et qu'ils ont cru en moi. Et aujourd'hui, on me propose plusieurs solutions. Et voilà, dans le calcul que j'ai aujourd'hui de l'offre de rachat que j'ai de mes actions, oui, comme vous dites, je peux aller le vendre à un Américain ou alors je peux le vendre à ce concurrent qui est juste à côté, qui va faire en sorte que ça va se développer. Et donc, du coup, j'ai calculé que le TRI, au lieu d'être à 15%, il va être à 5% ou 7% par an. Je dis n'importe quoi, hein, voilà. Et moi, en tant que WICIDER, en fait, justement, je vais expliquer, en tant que représentant des actionnaires, en tout cas, c'est ce que je fais aujourd'hui et c'est ce que les équipes, en tout cas, de chez WICID font. C'est pas la rentabilité à tout prix comme un fonds d'investissement classique. Quand je vous dis, on va pas rentrer dans l'opérationnel, etc., mais c'est aussi ça qui nous importe, c'est de dire, il faut être fair play. Il faut que, vis-à-vis des investisseurs qui ont cru en vous, vis-à-vis des actionnaires qui vous ont accompagné, qui ont pris des risques, qui ont mobilisé leur argent, qui vous ont accompagné en vous ouvrant des réseaux, etc. Il faut être fair play. Faut quand même, au final, leur garantir une certaine rentabilité, et c'est normal. Et on va pas se mentir. L'idée, c'est que, voilà, au final, ils s'y retrouvent. Voilà. Mais après, moi, mon objectif, c'est pas de faire des coups, en fait. J'ai aucun intérêt à faire des coups. Parce que ce que je veux, c'est que demain, les gens croient en moi et en fait, ça se saura très rapidement, vous voyez, si je vais sur ce genre de choses-là. Et moi, mon objectif, c'est que WICID existe encore dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, en fait. Et si on commence à avoir cette réputation-là de filer des mandats de gestion à des Rothschild dans 5 ans ou dans 7 ans et de faire en sorte qu'on fasse que des coups, en fait, forcément, je le payerai tôt ou tard. Bien sûr. Et question du coup par rapport à ça, est-ce que la sortie peut être faite par un re-WICID ou c'est pas l'idée du coup? Ça nous est arrivé de faire des deuxième et troisième tours, mais essentiellement par exemple sur des bridges. Là, sur l'année 2020, on avait des sociétés qui étaient en cours de négo avec des fonds pour sortir et qui en fait ont été retardées de 6 mois, 12 mois, 18 mois. Et dans ces cas-là, on a refait des tours, mais uniquement on a fait des OC, on a fait des obligations convertibles. Et donc en fait, on a des clauses en fait qui font qu'au moment de l'événement, on va transformer en action et à ce moment-là, on sortira. Mais oui, ça nous arrive régulièrement. Je pense que c'est aussi une des forces du crowdfunding. On a des sociétés qui ont eu besoin de temps en temps parce qu'ils nous ont fait des BP. Et c'est normal, en fait, des BP. Même si aujourd'hui, nous, on divise par 2 les revenus, on multiplie par 2 les charges et on optimise le temps. On fait comme tout le monde, en fait. Hein. On les stresse au maximum, ces BP, mais malgré tout, il arrive des fois des choses qui font que ils prennent du retard. Et dans ces cas-là, oui, on va reproposer une levée. Et en général, ça marche très bien parce que si les dirigeants d'entreprise, ils ont fait les reportings régulièrement, si régulièrement ils ont tenu informer leurs actionnaires, qu'ils ont montré leur succès, mais aussi de temps en temps, tiens, là, on a fait un appel d'offres, on a répondu, on n'a pas eu le marché, pour telle et telle raison, et on va en sortir grandi. En fait, il y a une sorte de dialogue qui s'installe. Et en général, les actionnaires, ils suivent un deuxième tour ou un troisième tour. On n'a aucune difficulté à lever. Donc, c'est vraiment, quand je parle d'un accompagnement sur le long terme, il est là, en fait. On a la vocation d'accompagner les entrepreneurs. On n'est pas là pour faire des coups. Voilà.